Bonjour à toutes et à tous, bonsoir. C'est un grand honneur de recevoir ce soir à l'Institut français de Hongrie que je dirige, Pascal Boniface, l'un des plus éminents géopolitologues français, fondateur et directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IFRI, qui va nous parler ce soir de géopolitique du sport. Sans plus attendre, j'appelle au micro Madame l'ambassadeur Claire Legras, ambassadeur de France en Hongrie, pour un petit mot introductif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Cher Pascal Boniface, cher public, juste un petit mot avant de laisser la place à notre orateur, que je remercie encore une fois de sa présence. Alors, en pensant à cette conférence, ça m'a replongé dans mon enfance, parce que petite fille en Italie, j'ai découvert le Brésil au travers de Paolo Roberto Falcao, bon, évidemment c'est avec l'accent italien, de Zico, la Pologne via Zbigniew Boniek, l'Allemagne par Karl-Heinz Rummenigge, les Pays-Bas au prisme de la fameuse triplette Gullit, Van Basten, Rijkaard, et bien sûr l'Argentine du dieu Maradona, et je dois dire que moi-même j'ai communié à la religion maradonienne, tant et plus. Il est vrai que le calcio attirait alors ce qu'il y avait de mieux au monde, et c'est à son prisme que j'ai fait mon premier apprentissage de la mondialisation. Les exploits sportifs des uns et des autres ont durablement influé, presque à mon esprit défendant, sur l'image que je me suis faite de leur patrie. Depuis, bien sûr, la globalisation a fait des pas de géant et l'exploit sportif est le meilleur, plus encore que ça n'était le cas, je pense, pendant mon enfance, est le meilleur étendard des nations. Les athlètes et autres joueurs de sport collectif bénéficient d'une aura évidente, irrationnelle, critiquable peut-être à bien des égards, mais incontournable. Il y a quelques années, il y a un certain nombre d'années déjà, le sénateur à qui je venais expliquer des mesures de la loi de programmation militaire m'accueillit en disant « Je suis le sénateur de Kylian Mbappé ». Vous avez compris que je m'intéresse beaucoup au football, mais c'est quand même la première fois que j'entendais parler de lui. Et peut-être vous rappelez-vous que Jacques Chirac avait emmené dans sa tournée en Amérique latine, je crois que c'était à la fin des années 90, Michel Platini, et je ne vais pas dire que Platini lui avait volé la vedette, mais certainement ça avait dû se produire. Alors, en Hongrie, terre féconde de grands athlètes, nous en parlions ce matin, de l'escrime au kayak en passant par la gymnastique, le sport s'impose vite comme un brise-glace, au-delà des clivages politiques, un vecteur d'action, et puis, c'est ce que nous essayons de faire ici, une pépinière de projets communs. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il se joue des frontières après le Scarfgate, certains comprendront, mais vous comprenez l'idée, je crois que notre orateur la reprendra à son compte avec plus d'acuité. Alors que la France s'apprête à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, elle sait ô combien que le sport constitue plus que jamais un vecteur de rayonnement international et un manifeste de puissance, une carte de visite pour les États, mais aussi un moyen sûr de ressouder la nation, de redonner le sens du collectif. Et le football est la quintessence de cette mondialisation du sport qui redonne sens et vitalité à l'identité nationale au lieu de la dissoudre. Nous avons aujourd'hui la grande joie d'accueillir, dans le cadre des événements que nous organisons dans la montée vers les Jeux olympiques, notre médaille d'or nationale en matière de géopolitique du sport, Pascal Boniface, apte entre tous à enchanter ce sujet et à lui donner une ampleur mondiale, à faire ressortir son épaisseur historique, à évoquer les débats délicats du jour. Cher Pascal Boniface, vous êtes en France, comme à l'étranger, une référence de la réflexion géopolitique. La renommée et la vitalité de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'institut de recherche que vous avez créé voici, je crois, plus de 20 ans et que vous dirigez sont une fierté nationale. Votre chaîne YouTube compte aujourd'hui plus de 170 000 abonnés et vos très nombreux ouvrages, plus de 70 je crois, sur les relations internationales, les rapports de force entre les puissances, la politique étrangère française, sont devenus des publications de référence. Elles sont d'ailleurs traduites dans plusieurs langues. Donc, vous participez à faire connaître à nos partenaires, aux citoyens du monde, notre pays et ses choix singuliers. Passionné de sport, vous avez mis au monde, porté sur les fonds baptismaux et développé en tout cas, depuis plus de 20 ans, le concept de géopolitique du sport. Vous tirez jusqu'au bout le fil de la métaphore sportive et éclairez avec éloquence les conséquences de l'emprise que le sport a prise sur le monde par la radio, la télévision, puis les médias sociaux, qui offrent un stade aux capacités d'accueil illimitées.
Plus de 2 milliards de personnes regardent la finale de la Coupe du Monde de football et on attend, paraît-il, pas moins de 4 milliards de téléspectateurs pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ce thème de la géopolitique du sport s'inscrit ici dans une actualité sportive très dense, des championnats du monde d'athlétisme qui seront organisés à Budapest au mois d'août, à la Coupe du monde de rugby en France peu après, et bien entendu les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Nous sommes donc très impatients d'écouter votre éclairage et votre pronostic sur l'avenir de la planète sport et sur les grands enjeux, aussi bien économiques que culturels et sportifs, associés à vos réflexions. Merci beaucoup. Merci Madame l'ambassadeur, merci Monsieur le directeur, bonjour à tous. Je commencerai par une question. Qui connaît Alberto Fernandez? Qui connaît Léo Messi? Alberto Fernandez est le président de l'Argentine, quelqu'un de très estimable, mais dont on voit immédiatement qu'il est dépassé en renommée par le dieu vivant de son pays, et sans parler de celui défunt auquel, Madame l'ambassadeur, vous avez fait allusion, Diego Maradona, qui, je crois, est certainement l'Argentin le plus mondialement connu, devant Borges, tout comme Usain Bolt est le Jamaïcain le plus mondialement connu. Et donc, en disant cela, on voit bien donc l'importance que le sport peut avoir parce qu'il dépasse les frontières, effectivement. Il fait bouger les limites de la notoriété et pour beaucoup, les sportifs sont d'une autre manière les ambassadeurs et ambassadrices de leur pays à l'extérieur. On entend souvent, y compris des fois au plus haut niveau de l'État, qu'il ne faut pas mélanger sport et politique. En fait, le sport étant tellement intégré dans la société, par définition, il est politique. Mais pendant très longtemps, on n'a pas pensé qu'il pouvait être aussi géopolitique. Et en fait, eh bien, dès le départ, y compris le baron de Coubertin, qui était celui qui a le plus dit qu'il ne fallait surtout pas mélanger sport et politique, le baron Pierre de Coubertin lui-même avait des ambitions géopolitiques, puisqu'il disait à la fois qu'il ne fallait pas mélanger sport et politique, mais que la recréation des Jeux Olympiques allait contribuer à la pacification des relations internationales. Si contribuer à la pacification des relations internationales n'est pas un enjeu politique et géopolitique, je ne vois pas quel il pourrait être. Et puis, il avait, il faut l'avouer, en tant que Français, un autre objectif moins directement avouable était de redonner une stature physique aux jeunes Français, parce que les Français avaient estimé que la perte de la guerre contre la Prusse en 1870 était due à la meilleure préparation physique des Prussiens par rapport aux Français. Et donc, le baron de Coubertin voulait que, effectivement, la jeunesse française se prépare également au mérite de la gymnastique. Et donc, en fait, dès le départ, dès la recréation des Jeux Olympiques, il y a un objectif géopolitique, mais qui, malheureusement, va ne pas se heurter à la réalité, puisque la Première Guerre mondiale, lorsque on parle de trêve olympique, mais dès qu'il y a la guerre, eh bien, le sport s'arrête. Et donc, en fait, on dit souvent que le sport, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Non, ils sont tout à fait opposés. Des pays qui sont en guerre ne font pas du sport ensemble. Des pays qui sont en paix s'affrontent, mais s'affrontent de façon pacifique, régulée, arbitrée et sans mort, généralement sur le champ sportif. Donc, c'est une façon symbolique de poursuivre la différence nationale, mais une façon d'être moins dangereuse. Et donc, nouvelle illustration du fait que sport et politique sont étroitement mêlés, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, on a exclu les vaincus des Jeux Olympiques et que l'Allemagne n'a pas pu participer aux Jeux de 1920 et 1924 à la demande de la France. Parce qu'on ne voulait pas que l'Allemagne prenne sur le terrain sportif, symboliquement, sa revanche par rapport aux défaites militaires. Et l'Allemagne a été réintroduite en 1928 dans la famille olympique. Et puis, en 1931, on lui a attribué les Jeux Olympiques en pensant que c'était la diplomatie des lacs, c'était la diplomatie de Briand, et avec Stresemann, et donc on pensait que l'Allemagne était sur des bons rails. La crise de 29, enfin les effets de la crise de 29 apparus à partir de 32 sont passés par là, et puis l'arrivée de Hitler au pouvoir, mais j'y reviendrai par la suite. 36, c'est effectivement le symbole même de l'utilisation géopolitique du sport, mais pas aussi facilement que Hitler ait pensé. Et entre-temps, il y a eu un autre événement extrêmement important, c'est la création
de la Coupe du monde de football en 1930. Et on voit bien que la globalisation a complètement changé le sport. Parce que cette première Coupe du monde de 1930 a lieu en Uruguay. Pourquoi en Uruguay? Parce que l'équipe d'Uruguay de football a gagné les deux dernières compétitions aux Jeux Olympiques 24-28 en football, et que Jules Rimet, un autre Français, les Français ont cette déviation fonctionnelle, ils aiment bien créer des institutions. Donc c'est le baron de Coubertin qui a créé le CIO, Jules Rimet qui a créé la FIFA, et puis après on a créé le Ballon d'Or, la Coupe du Monde, la Coupe des clubs, etc. On aime bien créer des choses. On ne les gagne pas toujours, mais on les a créés au départ, hein, c'est comme ça. Et donc, Jules Rimet se dit, en fait, les Jeux Olympiques, c'est embêtant parce que les professionnels ne peuvent pas y participer. On va faire une compétition où il y aura des professionnels, la Coupe du Monde. Et on l'a fait en Uruguay. Et en fait, l'Uruguay, c'est un tout petit pays coincé entre deux géants que sont l'Argentine et le Brésil. Et c'est un mécène uruguayen qui a dit, oui, je m'occupe de tout, je vais tout payer. Et comme ça, l'Uruguay sera sur la carte. Et effectivement, 4 équipes européennes sont venues. L'Italie, qui était la meilleure équipe de l'époque, ou l'une des meilleures équipes, a dit que c'était trop loin, qu'elle n'irait pas. Elle a donc boycotté, à sa manière, la première Coupe du Monde. Elle n'était pas non plus présente lors de la dernière, mais de façon moins volontaire quand même, c'est clair. Mais là aussi, le Qatar, petit pays coincé entre deux géants que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran, et qui veut exister par le football, là aussi pour être un point sur la carte. Et donc la première Coupe du Monde a eu lieu dans le stade du centenaire pour commémorer le centenaire de l'indépendance de l'Uruguay, qui n'était pas tout à fait construit lorsque la Coupe du Monde a commencé. Et l'Uruguay l'a gagné contre l'Argentine. Les Argentins sont venus par bateau juste en face. Et donc, en fait, l'Uruguay voulait exister sur la carte. Et donc, on voit bien que dès le départ, il y a ce qu'on appelle show the flag, montrer le drapeau, que le pays existe aux yeux du monde par l'organisation ou par le gain et l'Uruguay a gagné la première Coupe du Monde en 1930. Et ensuite, eh bien, la deuxième a eu lieu en Italie. Ça a été nettement moins glorieux puisqu'il y a eu un arbitrage tout à fait à domicile. Il y a eu un match Italie-Espagne qui était une sorte de préfiguration de Guernica et avec des stades créés à la gloire de Mussolini, les joueurs qui faisaient le salut fasciste avant les matchs. Et en fait, Hitler n'a fait que copier un peu en 1936 qu'a fait Mussolini. Alors on dit toujours, regardez, il y a, bien sûr, beaucoup de gens n'aiment pas le sport, je vais revenir pourquoi après. Beaucoup disent le sport, c'est le fascisme, c'est le nazisme, parce que Hitler a voulu l'instrumentaliser, mais on ne dit pas les autoroutes, c'est le nazisme, c'est Hitler qui a créé les autoroutes, on ne va pas pour autant refuser les autoroutes, donc c'est quand même assez abusif. Mais en réalité, Hitler a été dépossédé du succès qu'il voulait avoir par un homme, Jesse Owens, qui en gagnant 4 médailles d'or est venu complètement détruire les théories de suprématie raciale que Hitler voulait développer, et plus encore, en se liant d'amitié avec un sauteur en hauteur allemand, arien, grand, blond, tout ce qu'il y a de plus arien. Il y a des photos, on voit Dieter Lutz et Jesse Owens s'enlacer, bras dans les bras. C'était très choquant pour les nazis à l'époque. Et d'ailleurs, Dieter Lutz a eu des problèmes. Après les Olympiques, il venait mettre à plat. Ceci étant, Jesse Owens, lorsqu'il est revenu aux États-Unis, il n'a pas été reçu à la Maison-Blanche. Parce que recevoir un noir à la Maison-Blanche, y compris pour Roosevelt, c'était tout à fait inacceptable. Et qu'il était en réélection et que le sportif de l'année n'a pas été Jesse Owens, qui a eu le grand succès de gagner 4 médailles d'or à ces Jeux. Donc on voit que, on dit souvent, les dictatures instrumentalisent les Jeux. En fait, chaque pays qui reçoit les Jeux veut montrer son visage. Et en même temps, montrer son visage, des fois on montre aussi les aspects déplaisants. En fait, de nombreux reportages ont été faits sur l'Allemagne nazie, sur le sort réservé aux Juifs, à l'occasion des Jeux Olympiques. On en parlait beaucoup moins auparavant, mais comme les Jeux Olympiques allaient se tenir, il y a eu beaucoup plus de reportages et on a beaucoup plus dénoncé cela. On a beaucoup critiqué la Coupe du Monde au Qatar pour le sort des travailleurs immigrés au Qatar. Alors, il n'est pas tout à fait favorable, c'est le moins que l'on puisse dire, mais du coup, le fait que le Qatar organise la Coupe du Monde a servi de levier pour que les syndicats obtiennent quelque chose. Et aujourd'hui, même si cette situation n'est toujours pas enviable, le sort des immigrés au Qatar est meilleur que dans les pays voisins. Une fois encore, il n'est pas très bon. Et donc, je veux dire, le fait d'organiser une compétition sportive montre aussi les défauts d'un pays. Et donc, en fait,
Le sport a toujours été géopolitique avant la Seconde Guerre mondiale, après j'y reviendrai. Et en fait, pourquoi cela et pourquoi on parle toujours du sport? La première Coupe du Monde, une fois encore, les premiers Jeux Olympiques à Athènes, c'est 113 athlètes qui y participent et 11 pays. Ce n'est pas réellement universel. Ils sont tous blancs d'ailleurs. Il n'y a pas de peuples coloniaux. Il y a les Jeux de la honte en 1904 à Saint-Louis, où on organise des compétitions pour les indigènes. Et bien sûr, les Noirs n'ont pas le droit de participer aux Jeux. Et au fur et à mesure, eh bien, le sport s'est globalisé et les peuples coloniaux l'ont instrumentalisé pour se servir et exister à leur place. Mais la réalité, c'est que la première Coupe du Monde, là aussi 13 États, 13 pays qualifiés, des pays européens qui ne veulent pas y aller. Il y avait 16 places, mais il y en a qui ne veulent pas y aller. Il faut 15 jours pour aller par le bateau le plus rapide de l'époque, de Gênes, d'où sont partis 3 équipes européennes sur le même bateau. Ils s'entraînaient ensemble sur le pont, à tour de rôle plutôt, et 15 jours pour aller à Montevideo, 15 jours pour revenir. Bon, et donc, et évidemment, il y avait quelques lignes dans les journaux. Donc on voit bien que le sport a pris une place tout à fait différente aujourd'hui parce que le sport est partout. Quand j'ai commencé à travailler sur le sport, les journaux non sportifs, comme Le Monde, Le Figaro, qui existaient déjà à l'époque, ne parlaient pas de sport. Dans les journaux politiques, on ne parlait pas de sport parce que ça n'apparaissait pas comme un sujet sérieux. Aujourd'hui, dès que la Coupe du Monde commence, y compris les journaux politiques traditionnels, eh bien, font des enquêtes, des reportages, etc. Et donc, le sport a dépassé les limites du sport et c'est un fait social total. Parce que, eh bien, le sport est venu à la conquête du monde. D'abord, pour le football, comme c'est un sport qui a été inventé en Angleterre, même si, et Madame l'ambassadrice, les Italiens revendiquent également la création du calcio en disant que c'est un jeu florentin qui avait été créé il y a bien longtemps avant, etc. Les Chinois disent d'ailleurs aussi qu'ils l'ont créé avec quand même peut-être un peu moins de crédibilité par rapport aux qualités dont ils font preuve sur le terrain pour le moment que les Britanniques ou les Italiens. Mais donc, lorsque ce sport est inventé en Angleterre, il s'exporte comment? Par les bateaux. Et les premiers clubs professionnels en Europe, c'est Le Havre en France, Bilbao et Barcelone en Espagne, Hambourg en Allemagne, Gênes en Italie, et puis ensuite par les voies ferrées, et puis ensuite par les écoles, puisque ceux qui vont étudier en Angleterre reviennent avec un ballon de football, et les ingénieurs en Amérique latine qui travaillent sur les voies ferrées, etc., amènent le football et développent le football, ce qui fait qu'au début de ce siècle, du siècle dernier, pardon, jusqu'au début du XXe siècle, on peut, selon les règlements de la Fédération argentine de football, aller s'adresser à l'arbitre si on lui parle un anglais correct. On ne parlait pas espagnol à l'arbitre. C'était bon. Et en fait, les peuples, au fur et à mesure, se sont réappropriés les sports. Et en fait, donc, le bateau, la voie ferrée, et puis ensuite, deuxième temps, la radio. Et je pense que les plus âgés d'entre nous, ceux qui avaient mon âge, se rappellent que pendant très longtemps, on écoutait les retransmissions sportives à la radio parce qu'il n'y avait pas beaucoup de télévision et toutes les épreuves n'étaient pas retransmises. Et puis, bien sûr, la télévision, parce que qu'est-ce qu'a fait la télévision? Elle a créé un stade aux capacités d'accueil universelles. Vous avez parlé, madame, des 2 milliards de spectateurs qui ont regardé le match d'ouverture ou, mieux encore, si j'ose dire, la finale de la Coupe du Monde qui était un match, mis à part la fin, qui était vraiment un match formidable, eh bien, tout le monde, il y a des Chinois, des Sénégalais, des Haïtiens, tout le monde a pu, et même ceux qui n'ont pas d'argent, vont là où quelqu'un a la télévision et ouvre sa télévision à tout le monde. Donc, en fait, il y a vraiment un stade aux capacités d'accueil illimitées. Et donc, tout le monde peut regarder ces matchs de football, ce qui fait que ma plaisanterie initiale sur Léo Messi ou Fernandez, c'est que les sportifs et les footballeurs sont les icônes de ce monde globalisé et qu'ils ont acquis un statut qui était peut-être, alors on peut le regretter, s'en féliciter, peu importe, mais c'est une réalité, comme vous l'avez dit, qui était le statut des philosophes ou artistes du XVIIIe siècle, des écrivains au XIXe, ou des acteurs de cinéma au XXe. Kylian Mbappé est une référence mondiale. Et ainsi que ces grands footballeurs, parce que
le moindre enfant au fond de la savane africaine, au fond d'un bidonville à Haïti, connaît ces joueurs et connaît les plus talentueux d'entre eux parce qu'ils les ont vus gratuitement à la télévision et qu'ils peuvent se les réapproprier. Et donc, le sport a effectivement bousculé toutes les frontières et a développé cela. Et l'intérêt, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être français ou d'être métis pour aimer Kylian Mbappé et qu'on va adhérer au projet d'un joueur ou d'un sportif par son talent et pas forcément par sa nationalité. Et donc, le sport dépasse aussi un peu les frontières nationales. Mais ce qui est vraiment là très sensible, c'est qu'aujourd'hui, le sport, et le football en particulier, le football est le sport universel. Parfois, il écrase un peu les autres sports. Et les professeurs de PS se plaignent un peu que tous les gamins veulent toujours faire du foot et un peu moins les autres sports, etc. Et en fait, le sport est donc à la fois l'exemple même de la mondialisation. Quels sont les autres exemples de la mondialisation? L'économie de marché, il y a du football en Corée du Nord. Et il n'y a pas d'économie de marché en Corée du Nord. La démocratie, l'électricité, même là où il n'y a pas d'électricité, on joue au football. Donc, le football et le sport en général est vraiment l'élément le plus mondialisé. Et en même temps, alors que l'on reproche à la mondialisation d'effacer les identités nationales, le sport les recrée. Parce que quand les Jeux Olympiques démarrent, quand la Coupe du Monde démarre, vous savez que le général de Gaulle avait dit qu'il était très difficile de diriger la France. Son successeur pense la même chose. Un pays de 400 fromages où personne n'était. Et Rochefort avait dit à l'époque, on était 40 millions. La France compte 40 millions de sujets, plus les sujets de mécontentement. Donc c'est une éternelle tradition en France. Mais lorsque la Coupe du Monde commence, il n'y a plus de gens de droite ou de gauche. Il n'y a plus de gens qui sont laïcs, non-croyants, chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans. Il n'y a plus de chômeurs et de patrons. Tout le monde soutient l'équipe nationale. Et il en va de même dans tous les pays. Dans un pays comme la Belgique, par exemple, l'équipe nationale de football est certainement le dernier ciment de l'unité nationale d'un pays où francophones, wallons et flamands ne se parlent plus et où même le roi ne représente plus cette unité du royaume qu'auparavant. Et donc, on voit bien qu'un peu partout, même quand il y a des profonds sujets nationaux, et ça existe dans la plupart des pays, quand l'équipe joue, eh bien, on soutient l'équipe. Et donc, le sport, c'est à la fois mondialisation et identité nationale renforcée. Et donc, en fait, des débats sur la géopolitique du sport, il y en a toujours eu. Chaque compétition sportive a toujours accompagné, parce que c'est le moment, effectivement, l'exemple de l'Uruguay dès le départ, que l'on soit un point sur la carte, c'était ça dès le départ. Et c'est finalement assez ironique que la première Coupe du Monde est la plus récente, l'Uruguay et le Qatar, et la même. Pourquoi le Qatar a misé sur le sport? En 95, le père de l'actuel émir va à Londres et le douanier lui dit « Ah, vous êtes du Qatar, c'est où ça le Qatar ?» Aujourd'hui, plus personne ne demande où est le Qatar. Par l'achat du Paris Saint-Germain et la Coupe du Monde, alors ça a apporté des critiques, parce qu'on a aussi vu des aspects plus gênants, etc. Ça a apporté des critiques, mais aujourd'hui, plus personne n'ignore où est le Qatar dans le monde. Et donc, le sport donne une visibilité immédiate à tout pays, et donc chacun essaye de se mettre un peu sur ce créneau. Et en fait, donc le sport a été mêlé à la politique dès le départ, mais son importance du fait, les réseaux sociaux sont venus une dernière vague par rapport à la télévision, fait que, effectivement, eh bien, comme moyen d'identité nationale, pour un pays qui vient d'accéder à l'indépendance, par exemple, dont l'identité nationale peut être fragile, que cette indépendance soit due à la décolonisation ou qu'elle soit due à la décomposition d'un empire comme dans l'ex-Union soviétique ou l'ex-Yougoslavie, le fait de créer une équipe sportive, d'avoir, oui, on a le siège à l'ONU, mais le siège à la FIFA ou au CIO est immédiatement plus visible que celui à l'ONU, parle plus au monde et aux peuples nationaux et donc permet un peu de, effectivement, nourrir un peu cette identité nationale qui peut être malmenée. Durant la guerre froide, il y avait une compétition soviéto-américaine très féroce
pour conquérir tel allié en Afrique, en Asie ou ailleurs, pour savoir qui avait le plus d'armes nucléaires, mais également pour savoir à chaque Olympiade qui avait le plus de médailles d'or par rapport à l'autre. Et à partir de 1952, alors pendant longtemps, l'URSS a dit non, nous on ne participe pas aux Jeux Olympiques, ce sont les Jeux de la bourgeoisie, cela ne nous intéresse pas. Et puis, ils se sont dit quand même, finalement, il faudra peut-être qu'on y aille, mais ils avaient peur que leurs athlètes s'échappent du paradis où ils vivaient, ce qui est un peu curieux, parce qu'on est au paradis, généralement on ne veut pas partir, mais il y avait cette crainte-là, de façon assez bizarre. Et donc, ils ont dit, OK, on vient en 52, c'est en Finlande, c'est à côté, les Finlandais, vous nous aidez, et c'est un pays qui est à l'époque, la Finlande était beaucoup plus proche de l'Union soviétique qu'elle ne l'est de la Russie aujourd'hui. La Finlande n'était pas membre de l'OTAN à l'époque. Et donc, pour être sûr que les gens ne s'évadent pas, il y avait, à l'époque, on ne voulait pas que les sportifs et les sportifs se mélangent, donc il y avait un village homme, un village femme, pour être sûr que tout soit concentré sur la compétition et pas sur d'autres dérivatifs. Et il y avait un village soviétique où il y avait hommes et femmes mélangés, où au moins l'URSS pouvait se soigner. Mais ensuite, selon le nombre de médailles, si c'était l'Union soviétique qui remportait plus de médailles que les États-Unis, eh bien, les gens disaient, vous voyez que le communisme est formidable. Eh bien, on forme la jeunesse, on les rend compétitifs, on s'occupe d'eux, ils sont costauds, etc. Et donc, ça prouve la supériorité du communisme sur le capitalisme. Et l'année où c'était les États-Unis qui remportaient le plus de médailles, eh bien, ils disaient, mais franchement, le libéralisme économique, il n'y a rien de tel. Parce que regardez, chacun est libre, peut prendre des initiatives, on conduit les gens vers le succès, on leur permet de progresser. Donc, franchement, vive le capitalisme. Et donc, il y avait effectivement cette façon d'exister de choses de flag. D'ailleurs, regardez, lorsqu'il y a la cérémonie d'ouverture, on défile derrière le drapeau. Lorsqu'un athlète remporte une médaille d'or, on joue l'hymne national de son pays, parce qu'il incarne cela. À un tel point que le général de Gaulle n'était pas un grand fan de sport, comme l'actuel président français, mais lorsqu'il arrive au pouvoir en 1958, il y a juste après les Jeux de Rome, en 1960, et là le bilan est catastrophique pour la France. 5 médailles, dont aucune d'or, 2 de bronze, 3 d'argent, à moins que ce soit l'inverse, mais c'est la honte. Et de Gaulle, qui n'était pas un fan de sport, bien dit non, je ne peux pas redonner du lustre à mon pays, je ne peux pas redonner une place à la France sur la scène mondiale et être ridiculisé ainsi dans l'enceinte sportive. Donc on va créer l'INSEP, on va un peu plus tard créer Fonds Rebeu pour que les athlètes puissent s'entraîner. Et il y a à l'époque, il y avait dans le Figaro le Plantu de l'époque, qui était quand même moins drôle que Plantu, mais enfin bon, Jacques Faisan, qui était le dessinateur du Figaro, qui a fait un dessin où on voit le général de Gaulle en basket, en survêtement, je doute qu'il n'ait jamais mis de sa vie un tel attirail, disant, et donc en basket, en survêtement, disant, décidément dans ce pays, je dois tout faire moi-même, puisque donc il devait aussi s'occuper du succès sportif. Et effectivement, pour la France, briller dans les enceintes sportives, c'est quelque chose d'important. Et vous avez fait, Madame, une allusion au fait que Michel Platini soit l'invité du président Chirac dans son voyage en Bolivie et dans 2 autres pays d'Amérique latine. Et la plaisanterie, je la tiens de la bouche du cheval, c'est que les gens disaient, mais c'est qui le gars à côté de Platini? Parce que bien sûr, Michel Platini était beaucoup plus connu, surtout dans des pays de football, que le président Chirac. Et je peux témoigner qu'il y a eu 2 moments dans ma vie où, en tant que Français, avant même de prendre la parole, j'étais félicité alors que je n'y étais pour rien. C'est après la victoire de la France dans la Coupe du Monde en 98. C'était une belle victoire, c'était une équipe resplendissante qui donnait une belle image par ailleurs. Et après, le refus de la guerre d'Irak par la France en 2003, où là aussi, on donnait une image un peu différente. Et donc, c'est des rares moments où on peut faire cela. Donc, en fait, il y a 2 compétitions. Il y a le fait de gagner l'organisation des compétitions, Coupe du Monde ou Jeux Olympiques, et le fait de débriller quand on les fait. Et quand on voit l'attribution des compétitions, on voit en fait que là encore, le CIO a toujours fait des choix géopolitiques et que la FIFA a très régulièrement fait des choix géopolitiques. C'est beaucoup plus net pour le CIO d'ailleurs que pour la FIFA. L'Allemagne, en 1931, c'est une Allemagne qui est en train de se réconcilier avec ses ennemis, dont la France. Donc il est tout à fait légitime de lui attribuer les Jeux Olympiques. Il y a les effets de la crise de 29, Hitler qui arrive au pouvoir, mais il n'était pas illogique de lui attribuer les Jeux Olympiques. En 1948,
on les attribue en 1920 à Anvers pour saluer la Belgique qui a souffert de l'invasion, puis en 1924 la France qui a également souffert. En 1952, en 1948, juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est Londres, parce que Londres est le seul pays qui, du début à la fin, a lutté contre Hitler. La France s'était effondrée, les États-Unis sont arrivés un petit peu en retard, etc. Et d'ailleurs, à l'époque, on fait les Jeux Olympiques, mais comme il y a encore des problèmes de ravitaillement au Royaume-Uni, les Britanniques demandent aux délégations d'amener leur ravitaillement, parce qu'ils n'ont pas de quoi nourrir. En 1952, la Finlande, dans une sorte de rapprochement Est-Ouest. En 1956, Melbourne pour donner un signal aux antipodes. Et en 1956, puisque nous sommes à Budapest, comme c'est l'un des exemples les plus connus de géopolitique du sport, les Jeux à Melbourne ont lieu peu après l'intervention soviétique à Budapest, et il y a un match de water-polo qui oppose l'équipe de Hongrie à l'équipe de l'Union soviétique. Les sportifs hongrois auraient dû être prudents et laisser gagner les soviétiques. Ça n'a pas été comme ça que ça s'est passé. Et en fait, le match s'est terminé dans une piscine de sang parce que le combat était rude, la Hongrie a gagné et quelque part, c'est une revanche symbolique sur le fait d'avoir été privé de sa souveraineté par l'Union soviétique. Et donc, dans le domaine du sport, eh bien, c'était un peu une revanche. Il y a eu un autre exemple de revanche sur lequel je reviendrai et qui concerne un personnage fabuleux dont on a déjà parlé. Et donc, en 60, ils sont attribués à Rome. C'est une reconnaissance que la Seconde Guerre mondiale est passée, que l'Italie est complètement réintégrée dans la famille européenne et mondiale. 64, le Japon, là aussi, ça compte beaucoup. C'est à la fois la reconnaissance du modernisme du Japon et du fait que, on a oublié la Seconde Guerre mondiale et une page de tournée. 68, le Mexique, alors des événements tragiques, la répression de la place Tlatelolco, mais c'est aussi, pour la première fois, un pays du Sud, un pays du tiers-monde, organise les Jeux Olympiques. En 72, des Jeux qui seront teintés, le terrorisme apparaît lors des Jeux Olympiques, mais ils sont attribués à l'Allemagne, qui est en voie de réconciliation avec sa voisine Est, de l'Est, et avec l'Union soviétique. 76, eh bien, effectivement, le Canada. 80, Moscou. Ça a été décidé en 73, au plus fort de la détente entre les États-Unis et l'Union soviétique, au moment aussi des accords de désarmement. On pense qu'on va gérer le monde en commun, on parle du condominium soviéto-américain. Il se passe en 79 l'invasion de l'Afghanistan, la rupture des négociations et le premier boycott, enfin pas le premier, mais il y a déjà un boycott en 76, mais un boycott des pays de l'Ouest, pas tous, la France y a participé, mais l'Allemagne. L'actuel président du CIO, Thomas Bach, qui était sportif, il faisait de l'escrime, n'a pas pu participer aux Jeux de Moscou et il en garde toujours une sorte de rancœur et c'est pour cela qu'il a, par rapport au problème de boycott et d'interdiction, une attitude très défensive. 84, Los Angeles. 88, la Corée. C'est l'émergence de la Corée, ce pays dictatorial qui est devenu une démocratie, ce pays détruit dans les années 50, qui est devenu à l'époque la 16e ou 17e PIB mondial. Et donc, je pourrais voilà. Et puis, dans la période plus récente, les BRICS, Brésil, Russie, Chine, qui reçoivent les Jeux, etc. Alors, il manque l'Inde dans les BRICS. Pourquoi l'Inde n'est pas une puissance sportive? Pourquoi ce pays, qui est l'un des pays les plus peuplés du monde, a des résultats aussi? Plusieurs raisons. En 1950, l'Inde est qualifiée pour la Coupe du Monde qui a lieu au Brésil. Ils n'y vont pas parce qu'ils refusent de porter les chaussures de cuir, la vache. Et donc, et la FIFA n'accepte pas qu'ils jouent pieds nus. Donc, l'Inde ne peut pas participer à la Coupe du Monde. Mais par la suite, c'est d'autres raisons. Moi, je suis persuadé que c'est le système des castes qui empêche l'Inde d'être performant. Pourquoi? Parce que les castes vous assignent une place dans la société à la naissance. On sait très bien que les castes n'existent pas officiellement en Inde, mais en fait, dans les faits, elles existent dramatiquement. Le nombre de victimes de violences entre castes, notamment lorsqu'il y a des mariages entre castes différentes, est absolument hallucinant. Et donc, le sport, c'est exactement l'inverse. Dans le sport, il n'y a pas de prédéterminisme social. C'est le talent,
et le travail, mais il n'y a pas de piston. Il n'y a pas... vous pouvez être le fils du chef d'entreprise d'une multinationale, le fils d'un dictateur, eh bien non, vous ne pouvez pas jouer. D'ailleurs, on a un exemple, c'est le fils de Kadhafi, Saïf el-Islam, qui était un fan de football, alors que son père était tout à fait hostile à cela. Son père avait acheté un club en Italie pour que son fils puisse jouer. Il a dû jouer en tout 25 minutes, mais ça s'est arrêté là parce qu'il n'avait pas le niveau. Et donc, en fait, le sport est essentiellement démocratique. Je dis souvent que dans le sport, on devient ce que l'on est EST parce que l'on est NAIT. Et donc, vous n'avez pas de place à signer. Si les enfants de mon ami Lilian Thuram, que j'ai connu tout gamin, sont aujourd'hui en équipe de France, j'aurais franchement jamais parié ça, et Lilian non plus. C'est pas parce que Lilian a été en équipe de France avec Didier Deschamps qu'il lui dit, écoute Didier, s'il te plaît, sois sympa, prends mes deux fistons. Non, c'est qu'ils méritent leur place. Et donc l'Inde, je crois, par cette assignation sociale, parce que le sport permet quand même des réussites extraordinaires de gens qui ne sont rien et qui deviennent tout. Et qui n'ont pas de barrière. On dit souvent, oui, regardez, l'équipe de France, un homme politique avait critiqué le nombre de joueurs de couleur dans l'équipe de France. C'est le talent, etc. Et disons qu'il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui estiment qu'ils ont peut-être plus de chances de réussir dans le sport qu'en passant des concours qui leur paraissent trop lointains. Alors, il faut que le sport reste un tremplin, qu'il ne devienne pas un ghetto, mais c'est quelque chose d'assez important. Alors, je voudrais donner un autre exemple quand même d'utilisation du sport par la juridique. Il y en a des milliers, mais il y en a un qui me plaît beaucoup, parce que c'est un goût de revanche sociale et de revanche géopolitique. Bon, c'est bien sûr le fameux match Angleterre-Argentine de 86 pour la Coupe du Monde. Là, il y a des antécédents. Des antécédents, je vous l'ai dit, les Argentins se sont réappropriés le football. Au départ, ils devaient parler anglais pour jouer au football. Donc, il y a quand même déjà le sentiment d'être vécu avec condescendance par les Britanniques. Les Britanniques sont pas condescendants, ça leur arrive, mais enfin, disons qu'ils le sont de temps en temps. En sport, le fair play pour les Britanniques, c'est de serrer la main au second, mais pas d'accepter de perdre, c'est tout à fait différent. Et donc, il y a une Coupe du Monde en 66, où l'Argentine et l'Angleterre sont opposées, un arbitrage à domicile assez scandaleux, très franchement, et un joueur argentin est expulsé, il refuse et il va être rué, et l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre va dire que c'était des animaux, c'était des bêtes, et il y a des propos méprisants de façon raciste contre l'Argentine. Donc, il y avait ça. Puis, il y a la guerre des Malouines en 82. En 82, guerre des Malouines. Résultat positif de cette guerre, c'est que c'est la chute de la dictature argentine, mais c'est quand même une guerre. Et les Argentins ont ça. Et pour ceux, puisque c'est une légende ce match Angleterre-Argentine, Diego Maradona marque 2 buts. Le premier, c'est un but marqué de la main, parce que la main de Dieu, certes, mais... Oui, une épaule quand même qui avait 5 doigts. Hein, bon. Et donc, bon, les photos sont quand même assez nettes. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est Thierry Roland qui commentait, qui commence à engueuler l'arbitre tunisien. Donc, le match était transmis par France Télévisions en Tunisie. Ça n'a pas arrangé les affaires de la France, etc. Bon. Et puis, et donc, Maradona dira, est-ce que j'ai marqué de la main? Non, non, c'était la main de Dieu. Donc, et puis, il y a un second but. Un second but où Maradona prend le ballon dans sa partie du terrain, qu'il dribble 6 joueurs anglais, et ils sont tous là, ils essaient de le faire tomber, etc. Et qui va marquer un but. C'est l'un des plus beaux buts de l'histoire des Coupes du Monde. Et Maradona dira après, non, je préfère quand même mon premier but au second. Parce que c'était comme piquer un portefeuille dans la poche d'un Anglais. Et donc, il y avait ce côté revanche sociale, revanche. Et si Maradona incarnait plus que Messi, c'est que c'est El Pibe de Oro, c'était le gamin qui, avec tous ses excès, se rappelait d'où il était issu et qui il était auparavant. Et donc, effectivement, le sport, c'est la face du monde, c'était une façon de montrer. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur, je vais parler encore 10 minutes pour avoir le temps du débat avec vous après, on a beaucoup de débats sur est-ce qu'il faut ou non exclure les sportifs russes et biélorusses des prochains JO.
Alors, très honnêtement, le comité olympique français et la France sont très embêtés parce qu'on est le pays hôte et qu'on est un pays européen. Or, il y a sur cette affaire, en géopolitique, je fais une conférence géopolitique sur la guerre en Ukraine, on voit bien qu'il y a une nouvelle division qui apparaît dans la géopolitique classique. C'est The West versus The Rest. Il y a des réactions occidentales et des réactions de ce qu'on appelle le Sud global. Dans le monde occidental, on dit pour que la guerre s'arrête, il faut que l'Ukraine récupère tous ses territoires. Et dans le Sud global, on dit il faut que la guerre s'arrête, quel que soit le statut territorial. Et on est tellement pressé de voir la paix que même si l'Ukraine perd un peu de territoire, ce n'est pas notre problème. Nous, le problème, c'est la guerre. Donc on voit qu'il y a cette division en géopolitique globale. Les pays occidentaux ont pris des sanctions contre la Russie. Les pays du Sud, même ceux qui condamnent aux Nations Unies l'agression de l'Ukraine, n'ont pas pris de sanctions pour des raisons très diverses. On a le même clivage en sport. On avait déjà le même clivage à propos de la Coupe du Monde au Qatar. En France, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit « mais c'est scandaleux, vous allez marcher sur des cadavres si vous allez au Qatar, etc. » Ça, c'est des débats qui ont lieu en France et dans les pays européens. Dans aucun pays latino-américain, dans aucun pays africain, dans aucun pays asiatique, ce débat n'a eu lieu. Et en fait, ce débat a eu lieu en France pour ceux qui n'aiment pas le sport. Et pourquoi une partie des élites françaises n'aiment pas le sport? Le président actuel est une exception, ses deux prédécesseurs aussi d'ailleurs. C'est pour les raisons que j'ai indiquées, pour le caractère extrêmement démocratique par rapport aux élites du sport, qui n'est pas toujours... voilà, on est... J'ai assisté à 2 finales de la Coupe du Monde à Moscou en 2018. Pourtant, les Croates, ils sont 4,5 millions. Il y avait 15 fois plus de maillots à damier que de maillots bleus. Et il y a 3 mois, il y avait à Doha 15 fois plus, 20 fois plus de maillots argentins que de maillots français. Pourtant, c'est loin l'Argentine. C'est cher, l'Argentine est dans une crise économique majeure. Il y a des gens qui ont vendu leur maison, qui ont emprunté, qui ont fait des économies pendant 2 ans pour aller là-bas. Donc, on voit bien cela. Du coup, je veux dire oui. Et donc, en fait, on voit bien que c'est dans les pays occidentaux, on a critiqué la Coupe du Monde au Qatar, pas dans ce reste, pas dans le Sud global. Pour l'exclusion des sportifs russes et biélorusses des prochains Jeux Olympiques de Paris, eh bien, c'est la même chose. La demande d'exclusion des athlètes russes et biélorusses, elle vient des pays européens. L'Ukraine en tête, la Pologne, les Pays-Bas, qui ont les alliés les plus fermes de l'Ukraine. La France est gênée parce qu'elle est pays hôte, qu'elle est pays européen, qu'il y a une pression des autres pays européens. Mais pour le CEO et pour Thomas Bach, non, si on commence à exclure la Russie, on va exclure tous les pays en guerre. Et il a dit dans un interview récent, il faut arrêter avec les doubles standards, parce qu'il y a 70 guerres en ce moment dans le monde, on ne va pas exclure tous les pays qui sont en guerre. Et il n'a pas fait remarquer, moi je le fais, qu'on n'a pas exclu les États-Unis après la guerre d'Irak de 2003. Et que même 2 ans plus tard, on devait choisir entre Paris et Londres. Paris était la capitale de la résistance à la guerre, Londres était la capitale de l'acceptation de la guerre. C'est Londres qui a été choisi, avec des pays de l'Est d'ailleurs, ceux qui sont les plus partisans de l'exclusion des athlètes russes et biélorusses, qui ont voté plutôt pour Londres que pour Paris à l'époque. Donc c'est un débat qui est très gênant, parce qu'on peut comprendre que les Ukrainiens n'ont pas envie d'être confrontés à des Russes. Et en même temps, on peut se dire aussi que tous les Russes ne sont pas, ou que si on les exclut, ça veut dire que tous les Russes sont des partisans de Poutine. Et c'est cela. Et le CEO propose un compromis, que les Russes puissent participer sous bannière neutre aux Jeux Olympiques, donc sans qu'il y ait d'hymne russe s'ils gagnent, sans qu'il y ait de drapeau russe, mais de ne pas tenir collectivement et de tenir individuellement responsables tous les Russes de la guerre. Mais je pense qu'on aura ce débat jusqu'à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, parce qu'en fait, le sport est tellement visible que c'est un bon moyen de faire de la politique. Et en fait, il y a quand même une grande différence entre la politique et le sport, ou la géopolitique et le sport. En fait, le sport, c'est ce qu'on appelle le soft power. Depuis les années 90, on a vu apparaître cette distinction en géopolitique entre le hard power et le soft power. C'est Joe Nye, un géopolitologue américain, qui a fait cette distinction. C'est quoi le hard power? La puissance dure, c'est le pouvoir de contraindre la force militaire, mais aussi la force économique. Quand vous prenez les sanctions, ou
que vous imposez un traité commercial défavorable à un pays. Aujourd'hui, les Russes utilisent leur hard power militaire contre l'Ukraine. Et nous, Occidentaux, nous utilisons notre hard power économique contre la Russie. Le hard power, c'est le pouvoir de contraindre. Le soft power, c'est le pouvoir de convaincre. C'est l'influence. Alors, le soft power, ça peut être l'art, la philosophie, les paysages, la culture et le sport. Parce qu'une fois encore, les sportifs sont, comme disait, pareil, Laurent Fabius n'est pas du tout, même s'il est dans sa jeunesse, participé à une émission qui s'appelait La tête et les jambes, parce qu'il faisait de l'équitation. Mais Laurent Fabius, que je n'ai jamais vu dans aucun stade, à aucun moment, a créé un poste d'ambassadeur thématique pour le sport en 2013 en disant, eh bien, il faut aussi qu'on soit présent sur ce champ-là, notamment puisque nous allons être candidats aux Jeux Olympiques de façon victorieuse par la suite. Et donc le sport, c'est du soft power parce que, effectivement, l'image d'un pays peut être connotée positivement par les succès de son sportif. Djokovic a beaucoup fait pour modifier l'image de la Serbie, qui était un pays qui était lié aux guerres balkaniques, au nettoyage ethnique, au crime. Djokovic donne une image beaucoup plus positive. L'équipe du Brésil, dans les années 70, le Brésil était un pays sous-développé, et en plus, l'équipe du Brésil donnait un sourire à la nation et permettait à la nation de rayonner. L'équipe Black Bambler a fait la même chose. Et donc, mais la grande différence entre le sport et la politique normale, traditionnelle, c'est que dans le sport, la puissance ne suscite pas le rejet. La puissance économique, la puissance militaire, la puissance technologique fait toujours un peu peur si vous n'y appartenez pas. Regardez la montée en puissance de la Chine. La Chine faisait moins peur quand elle était totalitaire sous Mao, et c'est un pays sous-développé, mais maintenant qu'elle devient un pays riche, son ascension économique nous fait peur. Alors que son caractère totalitaire nous faisait moins peur dans les années 60-70. La puissance militaire américaine fait peur aussi. On se dit, mais quelle guerre ils vont encore déclarer, etc., etc. Bon, bref, la puissance militaire russe fait extrêmement peur à toute l'Europe aujourd'hui. Mais quand un pays est puissant sportivement, il ne suscite pas la peur, il suscite l'admiration, le respect, la bienveillance et l'envie d'être associé à ce pays. Et effectivement, pour combattre les clichés, très souvent, la première image qu'un enfant aura de l'étranger, c'est par un sportif. Il va admirer généralement un footballeur, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres sports. Eh bien, il va admirer un footballeur, même s'il n'est pas de son pays, et il n'y a pas que des Argentins qui sont impressionnés par le talent de Maradona et de Messi, il n'y a pas que des Brésiliens qui admiraient Pelé. Donc, ça dépasse un peu les frontières. Et peut-être un dernier mot pour réfléchir avec vous, pourquoi c'est le football qui a gagné la guerre des sports? Et pourquoi le football est venu un petit peu occulter les autres sports? Il y a plusieurs raisons à cela, et une seule ne suffit pas. La première, c'est qu'il n'y a pas de gabarit particulier. Entre Ibrahimovic et Maradona, c'est vraiment pas du tout. Maradona aurait eu du mal à faire du basket et Ibrahimovic aurait eu du mal à faire du vélo. Et donc, le football, vous pouvez avoir des parcours différents. C'est surtout la simplicité du jeu, à part la règle du hors-jeu, dont on s'affranchit aisément quand on fait des parties informelles. Le foot, c'est simple, il faut mettre le ballon plus de fois que l'autre en face des buts. Le rugby, le foot, le hand, le basket, il y a des règles, les marchés, les essais, etc., qui sont plus compliqués. Et puis le foot, en fait, il n'y a pas besoin d'installation. C'est-à-dire que c'est difficile de jouer au rugby s'il n'y a pas de poteau. Et faire des plaquages sur du ciment, je parle sous votre contrôle, c'est pas tout à fait possible. L'athlétisme, vous pouvez courir partout. Mais le saut, il faut les équipements, et je ne parle même pas de la Formule 1, du cyclisme ou des sports qui se demandent ça. Donc en fait, le football, le meilleur joueur de tous les temps, Pelé, a appris à jouer avec une balle de chiffon. Et on peut jouer, c'est mieux qu'il y ait un gazon et des buts et des filets, mais on peut jouer partout. Donc c'est cette simplicité, le fait que on peut jouer à 11 contre 11, mais aussi à 2 contre 3, etc., qui a fait qu'il a pris cette importance, mais qu'il ne faut pas oublier les autres sports, ils doivent se nourrir également des autres sports. Donc en fait, effectivement, on parle beaucoup de nation branding aujourd'hui.
En fait, tous les pays essayent d'exister par le sport parce qu'ils savent que s'ils existent par le sport, ils ne vont pas être antipathiques. Ils vont, au contraire, avoir... Alors, il y a parfois ce qu'on appelle le sport washing. C'est l'Arabie Saoudite qui utilise le plus cela. On essaye de faire oublier les aspects les plus désagréables d'un régime en faisant le sport, mais en même temps, le sport washing, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, quand vous organisez une compétition sportive, vous attirez les caméras. Et si vous attirez les caméras, vous voyez aussi les côtés désagréables du régime. Beaucoup voulaient boycotter la Coupe du Monde en Argentine en 1978 du fait de l'existence d'un régime militaire. Mais les Argentins disaient, y compris les Montoneros qui étaient les opposants à Videla, disaient non, non, venez et parlez. Venez en Argentine et dites ce que vous avez vu. Dites un peu ce que la répression, etc. Donc en fait, le sport ne permet pas de modifier de façon caricaturale l'image d'un pays qui, étant très mauvaise, a besoin d'apparaître comme étant vertueuse. Parce qu'il y aura toujours des contre-récits, il y aura toujours des contre-narratifs par rapport au narratif de vouloir faire cela. Et puis je crois surtout, le sport, c'est une formidable histoire d'humanité. Histoire d'humanité pour les participants, le nombre d'amitiés qui se forment, soit parce que vous pratiquez avec des gens un sport et souvent dans une équipe de sport collectif ou un club, des gens qui n'auraient jamais partagé du temps ensemble parce qu'ils sont de milieux sociaux, d'éducation très différentes, partagent la même passion. Il en va de même dans un stade où votre voisin devient un ami de 30 ans si votre équipe favorite, et c'est aussi la sienne, a marqué un but. Ou aussi, regardez la façon dont on regarde le sport aujourd'hui. De plus en plus, c'est jamais chez soi seul à la télévision. On invite des amis, on va dans des bars, il y a des écrans géants, sauf à Paris pour la Coupe du Monde, ça c'est autre chose. Et on célèbre cela parce que ce sont des rencontres. Et c'est surtout une formidable façon de... On n'arrête pas de refaire le match. De quoi parle-t-on à la veille d'un week-end, les matchs qui vont venir, et le lendemain, des matchs qui ont lieu, parce que, en fait, c'est ça qui est formidable dans le sport. C'est que si, moi je ne m'amuserais jamais, par exemple, à faire un débat économique sur comment résoudre la dette de la France. Je ne m'aventurerais pas non plus à faire un débat sur comment sauver le régime des retraites, parce que c'est des notions que je ne maîtrise pas. Je ferai des débats sur la géopolitique. Mais sur le football, chacun a son avis. Il y a 68 millions de sélectionneurs en France. Et il y en a dans chaque pays, parce qu'en fait, chacun a le droit d'avoir son avis. Et c'est ça aussi où le sport est démocratique. C'est que celui qui est en fin de droit comme chômeur peut parler avec autant de pertinence du sport que celui qui est à la tête d'une entreprise qui a fait un bond au CAC 40. Et en fait, chacun est légitime et on rediscute sans arrêt. Donc c'est pour cela que le sport est éminemment également démocratique. Et les espaces démocratiques sont quand même plutôt à préserver. Donc fraternité, démocratie et puis plaisir, émotion. Donc en fait, vive le sport. Je vous remercie. Eh bien, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Est-ce qu'on a des questions? Bonjour. J'aurais une question concernant le Qatar qui était mentionné par vous, qui est très proche d'être le prochain propriétaire d'une équipe de foot de Premier League qui s'appelle Manchester United, en même temps étant propriétaire du Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que vous pensez que c'est quoi l'intérêt du Qatar? Parce que vous avez dit que d'être présent dans le sport, c'est bien, mais ils sont déjà présents par le Paris Saint-Germain. Est-ce que leur intérêt, c'est, après reconnaître que le Paris projette, jusqu'ici c'est un échec, d'autre part, avoir un club comme Manchester United qui a un grand potentiel et avec qui ils peuvent avoir des rêves encore plus forts, d'être présent dans une ligue où ils ne sont pas présents, par contre il y a la Saoudi déjà par Newcastle, ou bien juste... Donc c'est quoi ce que vous voyez? Ou bien juste trouver un autre moyen pour être présent? Alors, c'est pas fait parce qu'ils ont un concurrent pour leur achat, mais bon, ils sont favoris. Il y a une chance sur deux qu'ils le font. C'est un peu toutes les raisons que vous avez évoquées, mélangées. Avant 2010, qui connaissait le Qatar en France? Ceux qui travaillaient sur le gaz. Ils rachètent le Paris Saint-Germain,
on parle du Qatar tous les jours. Là, effectivement, en tant que Parisien, je dois admettre, vous remuez un peu le couteau dans la plaie, je dois admettre que ce n'est pas un succès ou que le fait d'additionner les titres nationaux ne suffisent pas par rapport à l'échec européen. Alors oui, il y a effectivement diversifié. Il y a une chance, ce n'est pas le même fond du Qatar, mais c'est quand même le Qatar. Donc, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a le côté, effectivement, je crois que l'émir est un supporter depuis tout petit de Manchester United. Et dans ces pays-là, ça compte, les désirs de l'émir. Le fait de prendre pied dans la Ligue anglaise, qui est la plus riche, la plus exposée, et de toucher des publics qu'il ne touche pas par le Paris Saint-Germain, même si, disons que Paris Saint-Germain, c'est un échec sportif, mais pas commercial, et de visibilité. Mais ça ne suffit pas pour faire cela. Et donc, il y a effectivement une sorte de diversification des moyens d'exister dans cela. Et puis surtout, c'est que le prix du pétrole et du gaz est tellement haut que le Qatar ne sait pas quoi faire de son argent. Et que là, on parle toujours les budgets, les budgets des grands clubs sportifs. On voit bien la visibilité du Real de Madrid, de Barcelone, de Manchester United. Elle est l'équivalente de Google, Apple ou Exxon, alors qu'économiquement, ils ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Et donc le Qatar a massé tellement d'avoir du fait de l'augmentation du prix du pétrole, et ils ont une population nationale de 250-300 000 personnes. Enfin, net Qatari, c'est avoir gagné au loto. Hein. Vous naissez, vous êtes pris en charge tout de suite. Donc en fait, ils ont l'argent pour diversifier, ils vont tenter cela. Donc c'est un peu, et puis effectivement, il y a Newcastle en Arabie Saoudite, et c'est pour cela qu'on parle régulièrement de l'achat de l'OM par l'Arabie Saoudite pour réintroduire cette concurrence Qatar-Arabie Saoudite entre les deux clubs emblématiques du championnat français, l'OM et le Paris Saint-Germain. Merci. Oui, sur les Jeux Olympiques, autrefois, c'était lié à l'amateurisme et probablement à un certain positionnement dans la société. Mais aujourd'hui, beaucoup de sports se sont professionnalisés. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, pour les sportifs, ils ont payé. Alors, le baron de Coubertin, en fait, il est souvent beaucoup critiqué, mais il avait les préjugés de son époque sur les peuples coloniaux, sur les femmes et sur l'argent. Lui, il pensait qu'un sportif qui se faisait payer dénotait. Mais il était aristocrate. Il n'avait pas besoin de gagner sa vie. Et donc, dans l'esprit des créateurs, des recréateurs des JO, le sport est une occupation de nobles qui s'occupent de façon bénévole et désintéressée, au-delà de toute contingence matérielle. Quand le professionnalisme a été introduit en Angleterre, dans le football, à la fin des années 80, ça a été considéré comme une conquête de la classe ouvrière. Parce qu'on payait des gens pour faire un spectacle et que, du coup, des ouvriers pouvaient, de même que lorsque on paye des parlementaires et qu'il n'y a pas que des gens fortunés qui peuvent se présenter aux élections, c'est un succès de la démocratie. Et donc, l'abandon de l'amateurisme dans les Jeux Olympiques a été quand même un succès démocratique, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas que des riches qui ont du temps de se consacrer à leur sport et qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre. Comme vous le savez, les pays de l'Est trichaient sur cette règle puisque les champions étaient militaires, policiers ou au chemin de fer s'ils étaient à locomotive. Et donc, et les Américains trichaient aussi puisque les sportifs étaient étudiants et qu'ils avaient leurs notes en fonction, donc tout le monde trichait. Donc on a dit on va arrêter. Mais en même temps, aux Jeux Olympiques, il y a une sorte d'injustice, mais c'est comme ça, c'est que le 10 millième footballeur mondial va plus gagner que le millième tennisman mondial. Il va plus gagner que le meilleur de tous les temps en lutte gréco-romaine. Vous avez des sports olympiques ou des champions français qui préparent les JO, maintenant qui préparent pour être à Paris, qui ont du mal à avoir des bourses et qui vivotent entre l'aide de leur club, l'aide de l'État, l'aide d'un sponsor, qui aura le SMIC, à peine.
parce que leurs sports ne sont pas télévisés, qu'il n'y a pas d'argent, etc. Il y a beaucoup d'argent dans le football maintenant. Ça a changé quoi? Oui, vous avez effectivement des gens qui sont à la tête de fortune. Mais au départ, quand Copa est devenu professionnel, avec son premier salaire, il s'est payé un vélo. Aujourd'hui, les gars, ils se payent une Maserati ou une... Bon. Mais en même temps, déjà à l'époque, s'il faisait un plus mauvais match, on disait « Feignant, retourne à la mine », parce qu'il était mineur avant d'être footballeur. Donc, il y a toujours eu quelque part, dans certaines catégories de personnes, le fait de dire que c'est anormal de payer quelqu'un pour jouer au foot. En fait, alors bien sûr, disons que Platini a gagné 15 fois plus que Copa, Zidane 15 fois plus que Platini, et Mbappé 15 fois plus que Zidane. Parce que de plus en plus, il y a des droits télé, des sponsors, mais alors il y a l'argent du Qatar, aussi l'argent de, mais ça c'est quand même des niches, c'est vrai que de plus en plus il y a de l'argent dans le sport parce que les gens payent de plus en plus cher pour voir des matchs, s'abonnent, payent très cher. Les maillots de foot qui sont vendus floqués 130 €, ils coûtent 3 ou 4 € à la fabrication. Les gens l'achètent. Personne, les gens ne les forcent pas. Ils font la queue pour avoir leur maillot. Donc en fait, c'est mon ami Pape Diouf qui disait oui, ok, il y a de plus en plus d'argent dans le foot, mais il disait en façon de provocative, c'est un sport de gauche. On redistribue l'argent à ceux qui l'amènent. Donc en fait, c'est quand même les footballeurs qui font que les télés payent des droits et que nous on paye des abonnements et qu'on paye des maillots et que les sponsors pour être sur le maillot payent très cher, etc. Et cet argent est redistribué à ceux qui font le spectacle. Et moi je remarque qu'on ne va jamais dire Catherine Deneuve trop payée. On va dire Neymar trop payé. Enfin, pour ce qu'il fait, oui, il est trop payé. Mais c'est différent. Mais on ne dira pas Pavarotti trop payé. Ni même, par exemple, Tiger Woods trop payé. Parce que le golf, c'est un sport noble. Le football, c'est un sport populaire. Et donc, on va toujours critiquer le salaire des footballeurs, jamais des golfeurs qui gagnent beaucoup plus que les footballeurs, et jamais des artistes qui gagnent des sommes équivalentes. Et les footballeurs aujourd'hui sont des artistes qui font un spectacle, qui attire du monde et qui, effectivement, fait que l'argent... Alors, après, ils gèrent plus ou moins bien, raisonnablement, leur argent. Ça, c'est un autre problème. Mais de même qu'il y a des acteurs qui gèrent plus ou moins raisonnablement leur argent de la même façon. Quand on organise des Jeux Olympiques, il y a toujours les débats que ça coûte très très cher, on a dépassé le budget, etc. Je me souviens pour Londres, pour Athènes, ça faisait la une de tous les journaux. Est-ce qu'en fin de compte, pour un pays, ça vaut le coup? Est-ce que les retombées, même à long terme, sont celles qui sont attendues? Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à votre question. Tout dépend du pays. Pour le Qatar, Robin Leproux, qui est l'ancien président du Paris Saint-Germain, m'a dit que quand les Qataris sont arrivés pour négocier l'achat, la phrase qui revenait toujours, c'est « Money is not an issue ». L'argent n'est pas un problème. Et effectivement, ils ont dépensé sans compter, mais pour leur objectif, ça valait le coup. Parce qu'ils ont fait une Coupe du Monde, ils ont été au centre du monde, les pays arabes les ont soutenus, y compris devant les attaques, et ils ont cet argent. Qu'est-ce qu'ils auraient fait de cet argent, sinon? Donc, ça valait le coup. Quand il y a eu le blocus saoudien, émirati et égyptien sur le Qatar en 2017, j'étais interrogé par un média qui dit donc le Qatar va quitter le PSG puisqu'ils ont des problèmes, il y a un blocus. Je crois qu'au contraire, ils vont plutôt accélérer. Quelle a été la réponse du Qatar au blocus? C'était Neymar et Mbappé. Pour qu'on parle plus du Qatar. Et en fait, ils ont aussi acheté des Rafales. Mais même si Neymar et Mbappé coûtent cher, ils coûtent moins cher qu'un Rafale. Et c'était une façon, et en fait, l'idée, c'est quelque part, un pays qui organise la Coupe du Monde, on ne va pas le conquérir. Parce qu'il est trop connu. Un pays qui n'est pas connu, tout le monde se fout du Sud-Soudan. Il peut y avoir la guerre au Sud-Soudan, personne n'ira. Mais un pays qui est connu, on est plus sensibilisé. Pour la Chine, 40 milliards, ils avaient les moyens. Il s'agissait de dire oui, on sera la première nation du monde et on va commencer par le sport. Et en fait, en 2008, ils ont eu le plus grand nombre de médailles d'or, donc ça valait le coup. Pour l'Angleterre, pour le Royaume-Uni,
ça a coûté 15 milliards. Bah, c'était la première fois depuis longtemps qu'ils réussissaient quelque chose. Il fallait faire oublier la guerre d'Irak, etc. En France, c'est 7 milliards le prix. 7 milliards. Ça va être un peu dépassé, mais peut-être de 10%. Il y a l'inflation, mais la plupart des équipements étaient déjà prêts. Donc, oui, ça vaut le coup parce qu'il y a 2 milliards qui vont être fournis par le CIO, 2 milliards par les pubs, la billetterie, etc. et 2 milliards par les sponsors. Ça n'a pas coûté à l'État très peu. Donc, en fait, tout dépend de ce que vous voulez mettre. Pour la Grèce, ça a été très coûteux. Mais la Grèce n'avait pas besoin des JO pour être mal gérée. C'est pas les JO qui ont fait la dette grecque. La Grèce, c'est quand même un pays formidable où ils avaient calculé que s'ils payaient le taxi à chaque passager des trains, ça coûterait moins cher. Tellement il y a un déficit dans l'équivalent dans la compagnie des trains grecs, etc. Bon, donc, pour un pays, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre comme exemple? Pour le Brésil, eh ben là, effectivement, les JO ont été une catastrophe. Pourquoi? Alors, la Coupe du Monde, perdent 7-1. Il y a une malédiction. En 50, ils perdent le jour de la finale. Et là, ils perdent 7-1 en demi-finale contre les Allemands, le match de la honte. Et pour beaucoup de Brésiliens, c'est à partir de là que le Brésil n'a plus été une puissance. J'étais pour une série de conférences au Brésil, après, dit ce pays, depuis qu'on l'a perdu en demi-finale, plus rien ne va, etc. Bon, alors qu'il y avait d'autres raisons quand même pour la crise économique, le fait que la Chine soit moins présente. Mais en fait, le Brésil, c'était les compagnies retardaient les travaux exprès pour dire on est en retard, oui, mais il y a les JO, et donc, oui, on va payer plus cher les travaux pour accélérer, et ils ont fait des éléphants blancs, des équipements sportifs qui n'ont jamais resservi. De même pour l'Afrique du Sud, il y a des stades qui n'ont jamais resservi en Afrique du Sud. Mais pour l'Afrique du Sud, organiser la Coupe du Monde, c'était aussi sortir de l'apartheid. Quel prix ça a de sortir de l'apartheid à la face du monde? Bon. Ça aurait pu être mieux géré, comme la Coupe du Monde au Brésil et les Jeux Olympiques. L'Euro 2016 a été une réussite, ça n'a pas coûté grand-chose, on a refait quelques stades qui sont utilisés. La Coupe du Monde en Allemagne en 2006, mis à part la finale qui n'a pas été un succès, ça s'est très bien passé, et l'Allemagne s'est dotée de stades qui ont été réutilisés et qui ont rendu le championnat allemand plus attractif. En fait, on voit bien que chaque pays a un objectif politique et économique différent, selon ses moyens, selon son histoire, et je pense que les Jeux vont, alors, à condition qu'on ne recommence pas ce qui s'est passé pour la finale Champions League l'an dernier. Mais si les Jeux se passent sans ce type d'incident, ça va donner une formidable page de publicité pour la France. Parce que le dossier a été construit pour que tous les équipements, enfin, que les plus beaux monuments de Paris soient mis en lumière lors des épreuves. La Tour Eiffel, le Grand Palais, le Château de Versailles, la Seine, etc. Donc, on va voir tout ça, la place de la Concorde. Donc, ça a donné envie aux gens. Pas de venir seulement pour les JO l'année des JO, mais déjà, par exemple, vous avez plein d'articles en France sur tous les propriétaires d'un appartement parisien se félicitent de pouvoir louer sur Airbnb leur appartement pendant les JO. Le monde entier va venir à Paris, on va héberger tout le monde, on va être au centre du monde et on va s'y montrer une bonne image de la France. Et que les gens vont se dire, quand même, c'est une belle ville, on va revenir. Londres, après 2012, est devenue la première ville touristique du monde parce que les gens avaient vu les installations de Londres et avaient eu envie d'aller à Londres en vacances, en week-end, en tourisme par la suite. Donc oui, ça peut rapporter. Bonjour. Est-ce que le développement d'un sport, comme par exemple le basket, c'est de la géopolitique? Et pourquoi est-ce qu'un sport comme le baseball ou le football américain n'a pas eu de succès à l'international? Et à l'inversement, pourquoi le football, soccer, n'a pas eu initialement de succès aux États-Unis? Oui. C'est que les États-Unis ont voulu créer leurs sports nationaux. Donc, ils ont créé le baseball, le football américain et le basket. Et puis aussi, le basket, il y a un côté, le sport s'adapte au climat. Les pays du Nord sont très forts au hand parce qu'ils ont des gymnases, parce que c'est des sports d'intérieur et pas des sports d'extérieur. Donc, il y a une... Et après, quand on a besoin de modèles, quand un pays devient bon en sport, les jeunes ont envie de faire ce sport.
parce qu'ils ont vu les champions, etc. Un pays qui gagne la Coupe du Monde, c'est tout de suite beaucoup plus de gens qui veulent s'inscrire au football. Par exemple, chaque Olympiade, il y a beaucoup plus de jeunes qui veulent faire du judo si la France ramasse des médailles. Vous avez une tradition en natation, en escrime, bah, avec chaque succès de vos équipes, les jeunes se disent « Ah, on a vu tel succès ». Donc, en fait, il y a des traditions nationales. Quand on devient bon quelque part, ça crée des modèles sportifs, des modèles d'imitation, on veut. Alors, pourquoi, à l'inverse, le baseball et le football américain ne se sont pas développés? Ils se sont un peu développés dans certains pays avec l'armée américaine qui était présente, etc., mais pas beaucoup. Le football américain, c'est très violent quand même. Et c'est cher. Il faut des équipements. Tout le monde ne peut pas se les payer. Il faut des grands terrains. Tout le monde ne peut pas se les payer. Le baseball, effectivement, c'est resté purement américain. Et disons que lorsque le sport s'est développé, enfin, le football a eu du mal à s'implanter aux États-Unis parce qu'il y avait les sports nationaux qui prenaient la place. Et ensuite, quand ils ont développé leurs sports nationaux, il y avait d'autres sports nationaux qui existaient ailleurs et qui avaient moins de place pour le baseball et pour le football américain. Aujourd'hui, le soccer, donc le vrai football, se développe. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait, quand vous êtes émigré, vous abandonnez votre sport national pour adopter le sport du pays dans lequel vous allez vivre. Et donc, les États-Unis sont un sport d'émigration, mais les gens qui arrivaient, même si c'était européens, italiens, allemands, ils arrêtaient le football, ils se mettaient au sport américain pour adopter le pays. Ensuite, le football s'est développé avec les femmes qui disaient bah, on ne va pas jouer au football américain, on n'a pas la tête. Bon. Et puis, aussi par les jeunes, parce que justement, ce qu'on appelle les soccer mobs, les moments qui amènent les jeunes au football, il y avait quand même le football américain, c'est très violent, il y a des accidents. C'est cher, c'est coûteux. Donc, on va plutôt mettre les gamins au soccer. Et la dernière raison, c'est que lorsque les latinos sont arrivés, ben, ils ont dit non, nous jouons au football, on ne va pas jouer à ces sports-là. Ok, on est immigré, mais on continue à jouer au football. Et donc, c'est comme ça que le football soccer se développe aux États-Unis. Mais au début, ce n'était pas considéré comme un sport américain à un tel point que les deux filles d'Obama jouaient au football quand elles étaient gamines et que l'un de ses adversaires, je ne sais plus lequel, peut-être Trump d'ailleurs, avait dit « Ah, les filles Obama jouent au soccer, ça prouve bien que ce n'est pas un vrai Américain. » Pardon, une question. Justement, au sujet des femmes, qu'en est-il aujourd'hui du poids géopolitique du sport féminin, en particulier du football féminin, et quelles évolutions vous voyez à ce sujet? La FIFA a compris qu'il y avait deux champs de progression importants pour le football, c'est les femmes et la Chine. Et aujourd'hui, le football féminin qui pendant très longtemps était... Alors, le football féminin s'est développé pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Bah, les hommes étaient sur le front, les femmes étaient à l'usine, et il fallait occuper tout là, créer des loisirs, et on a fait du football féminin parce que les hommes étaient au front. Quand la guerre s'est terminée, les hommes sont revenus, on a dit aux femmes, bah, vous retournez dans vos foyers et vous arrêtez de faire du foot. Et puis, il y a eu Vichy qui a interdit le sport féminin. Parce qu'on pensait à l'époque qu'une femme qui faisait des sports ne pourrait pas enfanter. Ça a recommencé un peu dans les années 60, et il y a eu des reportages qui passent qui sont assez rigolos, en disant on ne peut pas avoir une femme gardienne de but parce qu'elle rebondirait en plongeant, etc. Enfin, c'était bon. Ça s'est développé. Aujourd'hui, comme l'a dit Brigitte Henriquez, qui était secrétaire générale de la Fédération française avant d'être à la tête du comité olympique maintenant, aujourd'hui, une petite fille ne se demande pas si elle peut jouer au football, elle se demande où elle va jouer au football. Et donc, il est admis que les filles jouent au football et puis les clubs ont compris l'intérêt d'avoir du public féminin, etc. Et puis, bah, là, en Chine, on peut se développer. Alors, bien sûr, il y a encore des différences de salaire, il y a des différences de vues télévisées. Les meilleures joueuses du PSG féminin gagnent peut-être 20 ou 30 000 euros. Bon, Mbappé, c'est 6 millions par mois. Enfin bon, mais Mbappé à part. Mais disons que les autres joueurs, c'est 10 fois plus. Hein.
mais parce qu'il y a moins de football féminin à la télévision, il y a moins de... Et ça va. Au Canada, ils ont réussi à dire que les joueuses de l'équipe nationale sont autant payées que les hommes. Il y a une lutte également aux États-Unis pour avoir la même chose. Et donc, il y a quand même un très fort développement du football féminin parce que les filles ont envie de jouer au foot et que c'est une façon aussi de développer le football. Et puis, il y a une façon de faire du football mix. Un des grands enjeux, c'est que dans les cours d'école, la place pour jouer au foot ne soit pas monopolisée par les garçons. Et pour ça, il y a de plus en plus de jeux où on dit, il y a des jeux par exemple où il faut qu'il y ait autant de filles que de garçons, seules les filles ont le droit de marquer pour que les garçons passent la balle aux filles, etc. Il y a une façon de parvenir à l'égalité. C'est une façon de... Ensuite, ça ne sera plus nécessaire, mais donc il y a 1000 façons de parvenir à cette égalité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous, les Hongrois, on a un Premier ministre assez ambitieux qui adore le sport et qui a comme rêve... Ça se connaît. Je sais. Qui a comme rêve d'organiser les Jeux Olympiques un jour, après la logique de distribution et la rotation des droits des Jeux Olympiques, ne peut pas avoir place dans une vingtaine d'années normalement. Mais à part ça, est-ce que vous pensez que, vu de la France, c'est possible pour la Hongrie, un pays avec 10 millions d'habitants, avec les moyens qu'on a, d'organiser un jour les Jeux Olympiques? La concurrence est de plus en plus rude. Il y a de moins en moins de concurrence pour les sports d'hiver, mais pour les sports d'été, il y a de plus en plus de concurrence, parce qu'auparavant, il y a un petit nombre de pays qui pouvaient le faire. Et donc, je pense que là, la Hongrie aurait intérêt à s'allier de faire une candidature double ou triple pour recevoir. Soit, on a eu des matchs du championnat d'Europe qui sont venus, c'était la mission de Platini, justement, pour faire que tous les pays puissent... Alors pour les Français, c'est un bon souvenir, parce qu'on a été éliminés ici. Donc, c'est un peu... Vous êtes quand même un peu vache, vous n'arrêtez pas de me rappeler les mauvais souvenirs. Bon, mais donc, c'est une façon, justement, que tous les pays puissent participer. Là, il y a eu Suisse, Autriche qui ont co-organisé, Belgique, Pays-Bas. Et donc, le fait qu'un pays qui se dit, bon, j'ai peut-être pas la taille, etc., je crédibilise mon dossier, parce qu'effectivement, la concurrence est de plus en plus... Mais rien n'est interdit. Donc, en tout, c'est de développer une stratégie et c'est tout à fait possible qu'un championnat d'Europe, une Coupe du Monde co-organisée puisse venir en Hongrie. Les Jeux Olympiques, c'est 24 en France, donc ça veut dire d'ici 20 ans, quoi, maintenant, hein, avec la rotation des continents. La Coupe du Monde... 2022-2026, je pense qu'il y a encore Asie, c'est 34, et je pense que pour 2030, ça serait difficile que la Chine ne l'organise pas, très probablement. J'ai aussi une question. Oui. Parce qu'on a beaucoup parlé du rapport du sport à la géopolitique, mais qu'en est-il du rapport de la géopolitique dans le sport, notamment la gouvernance de tout ce qui est institutions sportives? C'est aussi une belle représentation des inégalités, notamment économiques et de pouvoir entre les différents pays. Quels sont aujourd'hui quelle est la répartition de la gouvernance qui est, je suppose, beaucoup à l'avantage des Western countries dont on parlait avant. Par exemple, on parlait du CIO. C'est bien la preuve que les pays de l'Ouest sont probablement surreprésentés pour que ces questions puissent se poser, parce que c'était les pays de tout le Sud qui étaient surreprésentés, ces questions ne se poseraient pas. Quelles sont les dynamiques aujourd'hui et quelles sont les dynamiques d'évolution justement de cette gouvernance du sport dans les différentes fédérations, au sein du CIO et au sein de la FIFA notamment? Beaucoup de progrès ont été faits. Par exemple, les Coupes du Monde sont attribuées par un vote de toutes les fédérations et qui est public. Auparavant, c'était 23 personnes qui votaient, c'était secret. Là, l'attribution, alors on a vu quand même, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire. Trump avait menacé les pays qui ne voteraient pas pour les États-Unis de sanctions. Ce qui fait que l'Arabie Saoudite a voté pour les États-Unis et pas pour le Maroc. Et que d'autres pays arabes ont voté pour les États-Unis. Le CIO, ça s'arrangeait encore assez western, comme vous l'avez dit,
Mais il y a de plus en plus des équilibres, de plus en plus de femmes. Les noms à particules ne sont plus majoritaires. Donc, ça se démocratise au fur et à mesure. Et il y a, disons, historiquement, c'était quand même des hommes blancs nobles qui dirigeaient tout ça. Et puis, au fur et à mesure, ça se démocratise, ça se féminise et ça se multipolarise. Il y a une multipolarisation. On voit dans l'attribution des compétitions, il y a une multipolarisation du sport qui n'est pas encore fait total, mais quand il y a eu le raid contre la FIFA à Zurich, on appelle le FIFA Gate, c'était parce que les États-Unis n'avaient pas obtenu la Coupe du Monde de 2022. Et c'est la FBI qui avait enquêté. À partir du moment où les États-Unis ont obtenu la Coupe du Monde de 2026, il n'y a plus d'enquête du FBI. Et à l'époque, il y avait, y compris dans The Economist, qui est pourtant un journal respectable, des articles disant « La FIFA s'est décorrompue, il faudrait que le football soit géré par une société cotée en bourse à New York. » Une société cotée en bourse à New York, je ne suis pas sûr que ça soit tellement plus démocratique, quoi. Donc là, voilà, il y a des défauts, il y a du clientélisme. Oui, bien sûr, le Qatar a fait du clientélisme, Gianni Infantino fait du clientélisme, etc. Mais tous les pays sont représentés. Il y a une redistribution très forte pour les pays africains au sein de la FIFA, par exemple. Et dans la prochaine Coupe du Monde, le nombre de places attribuées à l'Afrique va très nettement augmenter. Bonjour. Je voulais savoir, en fait, pourquoi il n'y a-t-il pas encore eu de candidature de l'Union européenne aux Jeux Olympiques? Au début, je pensais que c'était peut-être au niveau du règlement qu'il fallait que ce soit attribué à un seul pays, mais à la dernière réponse, vous semblez dire que c'était possible de faire une candidature conjointe. Donc, est-ce que c'est parce qu'on n'y a pas pensé? Est-ce que c'est parce que les pays sont plutôt contre et préfèrent l'organiser eux-mêmes pour avoir des retombées? Ce n'est pas dans les compétences de l'Union. Donc, elle ne peut pas le faire parce que ce n'est pas dans ses compétences. Et par ailleurs, moi, je trouve que c'est bien qu'on n'ait pas une équipe européenne, mais qu'on ait une équipe hongroise, française, slovaque, allemande, surtout si on les tape, etc. C'est bien. On dit souvent, les fédéralistes disent « Ah, si on avait une équipe commune européenne, on aurait plus de médailles que tout le monde réuni. » C'est faux, parce qu'on n'aurait qu'une équipe de hand. Alors que là, on en a 27, enfin, pas 27, mais non, parce qu'il y a un nombre de places limité, mais on a plus de chances, donc on diversifie. Et je crois que, justement, on accuse l'Europe d'effacer les identités nationales, il ne faut pas qu'elle le fasse dans le sport. Et donc, c'est très bien. Vous savez, la finale de la Coupe du Monde 2014, la plupart des Français étaient pour l'Argentine. Et pour la Coupe du Monde 2022, la plupart des Brésiliens étaient pour la France. On est toujours pour celui qui est plus loin que pour le voisin immédiat. Donc les Écossais, le premier match international de football, c'était Écosse-Angleterre. Et en fait, le slogan des Écossais, c'est « Anything but England ». C'est toute équipe qui bat l'Angleterre est bienvenue. C'est bon, voilà. Et en fait, ce sont des rivalités qui existent dans le sport. Et les Français et les Allemands s'entendent très bien, sauf dans le football. Parce qu'il y a Séville, parce qu'il y a les guerres mémorielles. Et c'est très bien comme ça, parce que ça permet de charrier, ça permet de faire une confrontation régulée. Et puis en même temps, vous avez ces gestes merveilleux. Les Français et les Allemands ensemble dans le vestiaire le 13 novembre 2015, que Wembley chante la Marseillaise. Il y a eu avec Cantona dans le stade de Manchester, et Wembley après les attentats du 13 novembre, pour le match 4 jours après, Angleterre-France. Donc c'est aussi ces moments de fraternité que le sport peut permettre. Merci, monsieur, pour votre conférence. Si j'ai bien compris votre propos, plus un pays investit dans le sport, meilleur c'est pour son rayonnement au plan international. Au sujet de la France, est-ce que vous avez des données par rapport au budget qui est alloué par l'État au sport en général, si c'est en augmentation, en diminution, et si par rapport aux autres pays, comment est-ce que se situe? Est-ce qu'il y a des débats autour de ça? Alors oui, disons que chaque pays a, parce qu'il y a un ministère des Sports en France, il n'y a pas un ministère des Sports en Allemagne ni en Angleterre. L'Angleterre a un système, ils avaient gagé, avant les Jeux de Londres, ils avaient mis en place une loterie dont les résultats allaient au sport. Et en plus, ils avaient ciblé des sports spécifiques JO, des sports qui gagnent beaucoup de médailles.
En football ou en hand, il n'y a qu'une médaille. En escrime, en cyclisme, en natation, il y en a plein. Et donc, ils avaient ciblé ça. En France, moi, je trouve que le budget sport est insuffisant. Il y a une loterie, mais les excellents vont... en France, on ne discute jamais le budget de l'opéra, on discute toujours le budget des sports. Et donc, il est un peu en augmentation, parce qu'il y a les JO, mais il n'est pas suffisant. On devrait faire plus de sport à l'école. Le sport, c'est aussi une question non seulement de rayonnement, mais de santé publique, d'éducation, etc. Et la France n'est pas suffisamment une nation sportive. On pourrait faire beaucoup plus. L'un des enjeux des JO, c'est l'héritage. C'est la trace que le sport va laisser. Et aussi bien Tony Estanguet que Amélie Oudéa-Castéra sont très attachés à cet héritage qu'après les JO, il y a plus de sportifs, plus d'infrastructures, plus d'installations, plus de stimulation pour faire du sport. Par exemple, je suis très critique de Jean-Michel Blanquer, mais il a fait quelque chose de très bien, c'est d'instaurer, c'est une demande des profs de PS, dans toutes les écoles, essayer qu'il y ait au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Parce qu'on a un problème, comme dans tous les pays, disons, développés, de mauvaise nourriture, de sédentarité, et le sport est un moyen de lier ça. Pourquoi le Qatar mise aussi sur le sport? C'est aussi pour des raisons de santé publique. Parce que comme beaucoup de pays qui sont nouvellement riches, il y a beaucoup d'obèses. C'est une règle traditionnelle, les gens font. Et donc, c'est aussi redonner le goût de l'effort, de la performance. C'est aussi pour ça que Poutine misait sur le sport. C'était bien sûr en termes géopolitiques pour rayonner, mais aussi pour lutter contre l'alcoolisme et lutter contre une espérance de vie qui était une espérance de vie non digne d'un pays développé. Donc, vous avez dit que le sport était une soft power qu'il fallait essayer de développer et donc à la limite peut-être donner plus d'argent au sport qu'à la défense ou à l'économie. Est-ce qu'il y a d'autres soft power dans un pays? Oui, je veux dire, pour un pays que je connais mieux, la France, le soft power, c'est aussi le château de Versailles, c'est aussi le château de la Loire, c'est aussi le Mont-Saint-Michel, c'est aussi les plages bretonnes, c'est le cinéma français, c'est notre histoire de Victor Hugo à Zola et les grands auteurs, un peu moins nos universités, mais on pourrait s'y intéresser un peu plus. C'est tout ce qui fait la popularité d'un pays à l'extérieur. Et donc, les facteurs sont multiples. Regardez la Corée du Sud, c'est un pays dont le soft power passe par la K-pop et par les séries télévisées. Le Japon par les mangas. Et donc, il y a de multiples moyens de rayonner. Chacun utilise un peu cela pour présenter son meilleur visage et pour dire ça, ce pays m'est sympathique. Ce pays, j'ai un lien avec lui, même si je n'ai pas sa nationalité, parce que ça résonne de façon positive. Et la dernière question, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez parlé du rôle de la télévision, mais ça m'intéresse beaucoup. Quelle est votre opinion sur les questions de sécurité et de sûreté des JO de Paris? Ça concerne les sportifs, mais les spectateurs en place également. Merci. Oui, c'est en fait depuis 2001, mais même avant, le coût de la sécurité est le premier budget de toute compétition sportive. Alors bien sûr, en Europe, on a d'abord le problème de terrorisme. Depuis 2001, c'est cela qui a été la plus forte délégation au JO d'Athènes, c'était l'OTAN. Il y avait des militaires partout. Mais même, j'étais à Rio aussi bien pour la Coupe du Monde que pour les Jeux Olympiques, il y avait des militaires partout. Et pourtant, le Brésil est en dehors des zones géopolitiques troublées. Parce qu'en fait, la visibilité du sport est aussi sa fragilité. Comme les terroristes veulent attirer l'attention, dès que vous faites un événement où il y a toutes les caméras, c'est une tentation d'aller faire parler de soi là-bas. Il y a le problème de la violence criminelle, qui est aussi, il y a des gens avec un fort potentiel de pouvoir d'achat qui viennent, le crime a envie, les pickpockets, etc. Donc la sécurité, c'est toujours le premier budget et c'est un enjeu majeur de réussite du sport.
On a considéré que la Coupe du Monde du Qatar a été une réussite, il n'y a pas eu un vol, les gens se promenaient à toute heure sans aucun problème. En Russie aussi, on craignait qu'il y ait des agressions racistes en Russie, parce qu'il y en a souvent contre les joueurs de couleur. Personne n'a moufté, parce qu'il savait que le grand chef là ne serait pas content s'il y avait des images négatives, etc. Mais donc aujourd'hui, la sécurité est le premier enjeu, parce que c'est la fragilité d'un grand événement sportif. Merci beaucoup. Je crois qu'on a terminé. Merci à tous d'avoir participé. Merci, Monsieur Boniface. Merci Bonne soirée. Merci beaucoup.